Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, c'est le thème de la journée de droits des femmes célébrée le 8 mars dernier. Il sera donc question du numérique et de son utilisation par la femme en général, mais la femme journaliste en particulier. Mais on va essayer de jeter le pavé dans la mare. On ne parlera pas que du numérique, mais on parlera également de ce cliché qu'on tend à coller à certaines femmes journalistes ou aux femmes journalistes ici en République démocratique du Congo. C'est celle de savoir pourquoi les journalistes femmes sont souvent qualifiées des filles ou de femmes aux mœurs légères. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Nous de la presse, et nous recevons ce jour Gudil Boualia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dia, merci. On vous appelle affectueusement Dada. Dagudul. Ça me fait plaisir. La yaya de plusieurs. De tout le monde. Vous traversez tellement les générations. Vous êtes proche aussi bien des anciennes que des nouvelles. Voilà. Et vous serez peut-être proche encore de celles qui... Des enfants. Hein, parce que maintenant, c'est des enfants qu'on a... oui, bon, je trouve ça normal. Je suis dans la presse depuis l'époque du président Mobutu. Donc, j'ai vécu l'époque du président Mobutu, j'ai vécu l'époque du président Laurent Désiré Kabila, j'ai vécu l'époque de Joseph Kabila et maintenant je suis dans l'époque d'Étienne Tshisekedi. C'est tout à fait normal qu'on me colle ce petit surnom, je pense, affectueux de Dada. Mais oui, mais parce que c'est pas tout le monde, il ne faut pas qu'on se leurre, hein. Toutes celles de votre génération ne sont pas forcément proches de la nouvelle génération. Mais vous, comment vous arrivez à surfer au milieu de toutes ces générations? On vous voit avec les grandes, on vous voit avec celles d'hier et celles d'aujourd'hui. C'est quoi la... C'est peut-être par rapport à ma nature et par rapport à mon approche qui est simple et conviviale, je peux dire. Hein. Je ne peux pas me jeter des fleurs, mais j'arrive très bien à jongler entre les générations parce que peut-être je comprends tout le monde selon son comportement, selon sa manière d'être, selon les situations. C'est peut-être ça. Ben non, mais moi je peux l'attester. Hein. Donc, c'est pas vous jeter de fleurs, mais vous êtes comme ça. Merci. Beaucoup de femmes journalistes, même pas femmes, hommes, viennent souvent se confier à vous. Oui. Que ce soit pour... tout ce qui a trait au travail, mais tout ce qui a trait à la vie personnelle, individuelle, ça, je peux témoigner. Oui, je me rappelle une fois, mon frère Willy Kalenga, il m'a dit, écoute, tu n'as même pas besoin de forcer, un jour, tu te retrouveras leader comme ça, sans le vouloir, et tout. Et bon, de temps en temps, je le vois, je vois des jeunes venir se confier, des amis de ma génération et tout, et puis bon, avec les temps, je me dis, bon, c'est peut-être les destins. Le destin, il faut dire, Gudil Boualia est journaliste à la RTNC. À la RTNC, d'abord à l'OZRT, et puis maintenant à la Voix du Zaïre, à la Voix du Zaïre, Télé Zaïre. Et ben voilà, je suis là depuis 1990. Je peux dire. Parce qu'en fait, en quittant dès que j'ai commencé la première année de graduat à l'IFASIC, l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 1990, je suis allé pour un stage de perfectionnement. Ok. C'est ce qui se faisait dans le temps. Quand vous êtes en première, vous passez en deuxième, pendant les vacances, vous allez en stage de perfectionnement. Moi, je suis allé à la radio, de la télé, et j'y suis resté. Je ne suis plus partie, donc dès 1990, j'étais déjà d'abord stagiaire et puis collaboratrice. Je suis revenue je suis partie une année peut-être parce que j'étais allée me marier. Je suis revenue en 93. Donc en 93, je suis revenue pour faire mon stage de fin de cycle, de 3e graduat. Je l'ai fait là-bas et comme je dis, j'y étais. Je suis restée. On parlera de mariage. Est-ce que c'est bien de se marier beaucoup plus tôt avant de commencer une carrière active ou il faut le faire un peu plus tard? Mais on va en parler. Vous êtes à RTNC où vous présentiez le journal, mais on ne vous voit plus trop. Oui, parce que actuellement je suis sur les médias online de la RTNC. Depuis plus de 4-5 ans, la RTNC avait déjà développé son site internet. Peut-être qu'on ne faisait pas trop attention. On a essayé de
conformer cela à la situation actuelle. Et maintenant, je m'occupe je suis aux médias, au site internet de la RTNC qu'on appelle la rtnc.cd. Et quand je dis médias en ligne, ça représente un peu tout. Il n'y a pas seulement les sites, il y a les réseaux sociaux et puis il y a aussi le YouTube de la RTNC. Et pourquoi vous êtes dit, parce que ça tombe bien, on parle justement du numérique. Vous, c'est venu spontanément, comme ça, vous avez décidé de quitter la télé et d'aller là-bas où c'est parce qu'on vous avait déjà remarqué par rapport à certaines choses que vous faisiez déjà? Je ne sais pas si on m'avait remarqué, ça je ne le sais pas parce qu'en dehors du fait que je suis journaliste à la télévision, j'ai mon propre journal de la presse écrite qui s'appelle L'Objectif et là-bas j'avais déjà un site internet. Je travaillais, c'est un journal que j'ai hérité de mon défunt papa qui l'a créé en 1990, donc quand je venais de commencer l'école de journalisme. Mais quand il est parti en 2005, j'ai décidé de reprendre le flambeau. Je l'ai fait en 2008, ça va faire presque 14 ans qu'on est là et on a un site internet depuis 2009. 2009-2010. Alors, j'ai travaillé déjà sur Internet et sur le journal papier qui continue à être publié jusqu'aujourd'hui. Alors, à l'époque, je crois qu'on était en train de faire des mouvements du personnel à la RTNC et qu'on était monté en grade. Il fallait nous installer quelque part. Merci encore à Madame Nicole Dibambou qui a créé la sous-direction, toujours aux informations télévisées, ils ont créé la sous-direction Internet et Télétest. Et brusquement, ils m'ont installé sur Internet. Je suis devenu le chef de service de l'Internet de la RTNC. Et là, directement, j'ai commencé à travailler sur les sites. À l'époque, les sites existaient avec à la direction de nouvelles technologies, mais il était à ce moment-là géré par les techniciens. Les techniciens, c'est-à-dire les caméramens, l'infographe, les webmasters et tout, c'est eux qui récoltaient des informations un peu par-ci par-là. Alors quand je suis arrivé, on a créé une petite équipe de personnes qu'on a pris à la radio, à la télé, tout ce qui s'intéressait à l'Internet. Et nous avons repris le site en main. Vous avez combien de femmes dans votre petit groupe au sein de la RTNC? Aujourd'hui, au niveau du média, parce qu'on a changé, on n'appelle plus le site, la direction du site Internet. On est maintenant, on appelle ça le média en ligne. Au niveau de la rédaction de médias en ligne, jusque-là, on a 4 femmes. Sur combien? Avec 3 journalistes hommes, 3 ou 4. Donc c'est une équipe de 7 ou 8 personnes. 8 personnes. Si on ajoute les webmasters et le monteur et tout ça, on peut arriver à 10. On peut arriver à 10, mais quand même, la RTNC, c'est une grosse boîte. L'équipe paraît peut-être petite. Mais moi, c'est un début. Hein. Il faut aussi voir. C'est quelque chose que les gens ne sont pas habitués à faire. Vous n'allez pas demander à des journalistes. Il y a trop de conservateurs à la RTNC, les gens. Un peu, oui. Vous n'allez pas demander aux gens qui sont habitués à la télévision, par exemple, de quitter l'antenne pour aller aux médias en ligne, qui ne comprennent pas. Ils aiment la visibilité. Alors, beaucoup vont vous dire, écoutez, moi, je ne suis pas encore arrivé au niveau où je voulais arriver à la télé, donc je ne me vois pas aller aux médias en ligne et tout. Ils ne comprennent pas qu'il y a le YouTube. On peut créer des programmes. Peut-être qu'après, quand ils vont voir qu'il y a des programmes sur YouTube de la RTNC qui cartonnent, à ce moment-là, ils peuvent venir. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent aux médias en ligne. Mais vous, quels sont les avantages qu'on présente? Parce qu'on parle justement de digital, de numérique, mais en mettant l'accent sur la femme, c'est le mois de la femme. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui se pressent dans des médias en ligne? On prend juste les cas, c'est vrai qu'il y en a 4. Mais... Je vous ai expliqué, par exemple, il y a déjà au niveau des études, quand vous allez à l'IFASIC, il y a peu de femmes qui s'intéressent à la presse écrite. Vous le savez déjà. Elles n'aiment pas, il n'y a pas de visibilité là-bas. Or, les médias en ligne, en quelque sorte, c'était un peu le prolongement de la presse écrite, mais qui a été digitalisé, numérisé. Et beaucoup ne sont pas encore arrivés à maîtriser cet outil-là.
Et ils se disent, ah, ça va prendre du temps, le temps que je commence à chercher des followers, le temps que je commence à faire, les femmes ne s'intéressent pas encore. Mais je sais que dans l'avenir, elles vont beaucoup s'intéresser. Mais dans l'avenir, quand vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, moi je suis sur TikTok, sur Twitter également, on se suit mutuellement, mais quand je jette un coup d'œil dans ces différentes plateformes ou différents réseaux sociaux, on se rend compte que les femmes journalistes congolaises, il n'y en a pas. Hein. On a peur. Bon, c'est pour ça que la deuxième partie du thème national est un peu plus... nous concerne plus. Parce qu'on parle de l'éducation numérique. Nous avons besoin de cette éducation-là. Nous avons besoin de cette éducation. On doit éduquer, pas seulement les femmes journalistes, mais on doit éduquer les femmes à comprendre c'est quoi les numériques, les avantages qu'a les numériques. Ce n'est pas seulement aller rire sur TikTok et faire n'importe quoi, mettre la musique, danser, et puis on se dit, ah bon, les gens aiment comment je danse et tu ne fais rien d'autre. On doit éduquer les femmes. Et les femmes journalistes, on doit encore ajouter cela à leur formation. Déjà à partir de l'école, des centres de formation de journalisme, on doit apprendre aux femmes l'importance de cet outil qu'est les numériques. J'ai un peu du mal à parler parce qu'on veut se dire juste les femmes. Mais ce n'est pas seulement les femmes, il y a même aussi les hommes qui ne s'intéressent pas à ça. Ouais, mais quand vous êtes sur la twittosphère congolaise, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des confrères journalistes hommes qui sont quand même assez actifs. Oui. Mais les femmes, elles sont... Non, mais même quand vous parlez certains confrères, vous allez le compter avec les doigts de la main. Okay. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez aller dans différentes maisons, vous allez voir, il y a un petit enfant de 8 ans qui manie bien le compte Twitter ou les TikTok ou de son père. Son père ne connaît rien. C'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. Vous comptez les hommes au bout du doigt de la main qui sont sur le numérique. Mais c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a peu de femmes, mais comme je venais de le dire, la deuxième partie du thème doit être appliquée. J'espère qu'on va l'appliquer. On a dit, quand on faisait le briefing, là, avant de commencer cette émission, on nous dit c'est comme si la femme africaine congolaise a toujours un coup de retard. C'est-à-dire, on est dans un pays où le taux d'analphabète, surtout femmes, est assez élevé. On n'a pas encore fini de résoudre ce problème d'analphabétisation, qu'on nous ajoute un autre problème qui est la digitalisation. C'est ça, on se dit, elle commence par où cette femme-là, en général, mais c'est cette femme journaliste en particulier aussi. C'est très compliqué. Le problème de l'Afrique, et que nous suivons tout ce que l'Occident fait. Et nous oublions qu'ils sont plus avancés que nous. On ne peut pas parler de digitalisation à une femme qui ne sait pas lire. Parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle va aller chercher sur le numérique. Elle va chercher quoi? Elle se contente. Moi, je vois nos parents à la maison. Moi, je n'ai pas de parents, mais je vois les mamans de mes amis. Tu la trouves sur Internet. Qu'est-ce qu'elle cherche sur Internet? Novelas, les théâtres, Nollywood, d'ailleurs, c'est juste parce qu'elle est tombée sur un film. Les Maboké. Elle cherche les Maboké, elle cherche à voir toutes ces informations que n'importe qui poste sur Internet. En dehors de ça, elle ne sait pas faire une recherche. Elle ne sait pas parce qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne sait même pas par où commencer. Alors, lorsqu'on doit parler de l'alphabétisation déjà de la femme, on doit aller au bout de cette idée. On ne peut pas parler de ça avec les femmes occidentales. C'est vrai qu'en Occident aussi, il y a des femmes qui n'ont pas étudié, mais elles sont pas... c'est une toute petite minorité, là, très, très, très peu. C'est insignifiant. Mais ici, en Afrique, c'est encore plus pire. Moi, je vois quand je pars dans des pays comme le Mali, tu vas dans leur village, là, 80% des femmes qui sont là-bas n'ont pas étudié. Mais elles sont commerçantes. OK? Voilà pourquoi j'ai toujours aimé le fait que la RDC est restée
quel que soit le thème qui est changé, elle est restée sur l'autonomisation de la femme. Parce que cette femme-là qui n'est pas autonome, qui dépend de son mari, qui n'a pas étudié, qui ne fait aucun commerce, pourquoi vous allez lui parler de la numérisation? Elle va comprendre quoi? Elle va comprendre quoi? Si vous autonomisez cette femme, elle devient indépendante, elle commence à faire quelque chose. Puisqu'elle devient indépendante, elle commence à faire quelque chose. Elle va vouloir compter son argent. Pour chercher à bien compter son argent, elle va se dire, je vais quand même étudier l'ABC pour savoir comment compter. Et après, vous lui dites que non, mais tes maniocs, là, tu peux le vendre sur Internet. Elle va se dire, ah tiens, comment ça se passe sur Internet? Elle va y aller. Mais vous ne l'autonomisez pas. Elle ne sait pas étudier. Et directement, nous passons à la numérisation, digitalisation et tout ça. C'est très compliqué. Mais là, c'est pour une femme qui n'a pas étudié. Mais parlons des journalistes. Nous avons étudié. Oui. Nous ne sommes pas seulement arrêtés d'ailleurs en 6e des humanités. On est allé un peu plus loin, beaucoup plus loin d'ailleurs que beaucoup. Mais pourquoi ça ne marche peut-être pas avec les femmes journalistes ici, avec la digitalisation? Qu'est-ce qui bloque? Si c'est les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié. Ça ne doit pas être les mêmes raisons pour la femme journaliste qui est censée avoir étudié et tout. C'est juste question de s'intéresser. Il y a beaucoup qui ne s'y intéressent pas. Je trouve que c'est un peu trop long, c'est une démarche un peu trop longue, ça prend du temps pour les idées ou leur destinée, ça leur retarde un tout petit peu. Elles estiment qu'il y a trop de choses à faire. Vous savez, Élisée, je suis un peu aussi d'accord avec eux. On n'a pas la même marche ici. Dans nos pays, on n'a pas la même marge de manœuvre avec nos collègues. Il y a un garçon que je connaissais très bien qui travaillait dans un média online il n'y a pas très longtemps, que vous connaissez, moi aussi je connais. Il a quitté, il a créé son propre média et ça ne lui fait pas 2-3 mois qu'il est là. Il a des marchés. Il a des marchés. Vous vous demandez comment il fait, vous ne savez pas. Mais une fille qui crée son propre média, elle doit faire doublement le travail pour avoir le même marché que ces garçons. Ah, moi je trime, hein, j'ai un média. Il faut, elle trime la fille. Je trime, je rame. Les garçons ont cette facilité-là, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent sortir avec un ministre le soir, ils les suivent jusque peut-être dans un restaurant, très tard. Ils restent avec lui, il peut lui offrir des services. Je suis désolée, je ne parle pas de services sexuels, mais il peut lui offrir des services dont le monsieur a besoin. On peut parler, il peut lui amener des filles. Il peut lui faire découvrir des endroits qu'il ne connaît pas. Et les gars, se sentant un peu joyeux ou coupable, il lui offre des marchés. Mais une femme ne peut pas aller avec un DG ou suivre actuellement, ce sont les agences de publicité. Suivre le propriétaire d'une agence de publicité très tard. Non, mais pourquoi il ne peut pas? On parle aujourd'hui d'égalité. Non. Déjà, vous parlez d'égalité, mais il y a le poids de la tradition. Une fille qui suit un homme très tard dans les boîtes de nuit, 2 fois même dans des restaurants, même l'homme qu'elle est en train de suivre, d'abord la prenne pour une femme moins sérieuse. Mais malgré qu'il sait qu'elle est en train de chercher un marché, malgré qu'il sait qu'elle est en train de chercher un marché, il y a des femmes qui s'imposent. Il y a des femmes qui savent se donner des règles, mais je voudrais que vous regardiez les CV de ces femmes-là. Vous verrez que pour la plupart, elles ne sont pas mariées. Parce qu'on les prenne pour des femmes difficiles. On les prenne pour des filles ingérables. OK? Et toutes ces choses-là font que les femmes cherchent la voie de la facilité. Et la voie de la facilité aujourd'hui, c'est la télévision. Parce que là-bas, elles vont aller plus vite, elles vont se faire connaître plus vite, mais avec un site ou avec un blog, c'est très difficile. Mais on connaît beaucoup d'amis qui ont tenté ça. Vous avez dit ça des hommes qui aujourd'hui peuvent avoir des marchés en un temps record. Mais on vous dit qu'il y en a des femmes aussi qui utilisent des moyens peu orthodoxes pour obtenir des avantages issus de certains milieux. Donc, ce n'est pas que l'apanage des hommes. Et ces femmes-là, vous avez dit dans votre introduction, on les traite des femmes, entre guillemets, légères.
parce qu'elles se battent justement pour sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, moi, je suis dans la presse écrite, je vous l'ai dit. Je connais combien de médias qui ont commencé avec moi ou que je trouvais dirigés par des femmes. Elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Moi, c'est peut-être parce que de temps en temps, je gratte dans l'argent de la cuisine, de la papote que donne mon mari. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir même un communiqué. Vous allez là-bas, on vous fait marcher. Il y a même des services qu'on vous demande, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Alors, moi, j'ai organisé récemment une émission spéciale femmes. J'ai dû envoyer 20 lettres dans différentes sociétés entreprises. Mais au retour, je crois, c'est quoi? Une entreprise qui a répondu. Mais au-delà de ça, il faut dire que ces entreprises-là, ces sociétés-là ont besoin de l'audimat. Quand ce que vous faites n'attire pas, quand l'homme qui est là a peut-être 100 000 followers ou 1 million, c'est normal qu'on donne le marché à ces femmes-là aussi. Ça aussi, c'est vrai. C'est pour ça que je ne vais pas mettre tout le monde dans cette catégorie-là. Mais je me dis que c'est parmi les difficultés que rencontrent les femmes. Vous savez, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de l'audimat. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas une femme de pointe. Pourquoi est-ce qu'on ne vous répond pas? Et c'est vrai, ça peut être que ce n'est pas parce que vous êtes une femme, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de ces services-là, à ces moments-là. Ça peut être ça. Mais en général, ce n'est pas facile à une femme. Elle doit travailler doublement pour, en fait, se donner une place dans la société. Et c'est toutes ces difficultés-là qui affaiblissent un peu les femmes. Quand elles voient qu'elles ne peuvent pas, eh ben, elles se retirent. Oui, mais elles abandonnent aussi facilement, hein, les femmes. Oui. C'est ça aussi. Oui, elles abandonnent. L'homme, il échoue, il recommence. Il échoue, il recommence. Mais la femme, oui, quand elle échoue, elle abandonne. L'homme échoue, recommence, mais pas avec les mêmes armes. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas avec les mêmes armes. Mais c'est ce que la femme doit essayer d'avoir aussi. Peut-être tu échoues. La femme, elle a ces armes-là. C'est ce que je viens de vous expliquer. Lorsqu'elle impose ces armes-là, elle est dure. Elle essaye de se placer. On lui colle encore des préjugés. C'est une femme difficile. C'est une femme qu'on ne peut pas épouser. Elle aime trop commander les hommes. C'est une femme... On vous dit toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est juste une femme intelligente qui sait ce qu'elle veut. Et c'est une femme qui a de la poigne, qui peut diriger quelque chose sans pour autant passer par des armes non conventionnelles. Mais on la traite d'une autre manière. Donc il y a ces problèmes-là de poids, de tradition qui pèsent un peu et qui font que beaucoup de femmes reculent à chaque fois qu'il y a un petit mur qui se présente. Mais moi, j'encourage les femmes à sauter les murs et à essayer d'aller contre tous ces préjugés. D'aller contre tout ce préjugé, briser le plafond de verre, voilà. Affronter les hommes. On n'a pas le choix, on doit composer avec le digital aujourd'hui. Ouais. On n'a pas le choix. On doit travailler parce que en fait, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Il n'y a pas que les femmes journalistes, il y a toutes ces femmes qui font le commerce sur Internet. Il y a toutes ces femmes qui créent des sociétés sur Internet, qui font passer leurs idées. Je viens de voir il n'y a pas longtemps l'une de nos anciennes députées qui a épousé un étranger, un Chinois. Elle a créé un blog sur Internet, TikTok, où elle est en train d'expliquer, par exemple, comment la famille de son mari, c'est-à-dire les Chinois, font pour s'entraider. Comment ils font pour rester dans le commerce. Elle donne des idées là-bas. Moi, je vous recommande son compte voilà, TikTok. Son compte est vraiment est très bien. Moi, j'essaye de la suivre tout le temps. Donc, si on peut créer une entreprise sur Internet, c'est bon. On ne peut plus aujourd'hui, on n'est plus obligé de sortir pour aller travailler. On peut travailler avec son téléphone, avec son iPad, avec son ordinateur à la maison. C'était ça l'excuse des femmes. C'était ça, voilà. C'était surtout celles qui sont mariées, celles qui ont des enfants. J'ai des enfants. Donc je ne peux pas, mais le digital vient casser toute cette mythe-là. Hein? Tous ces mythes-là, ils sont cassés par le digital. Alors, lorsque vous prenez les femmes aussi qui, aujourd'hui,
Il y a beaucoup de choses qui se font quand même ça. On a évolué. Si les femmes journalistes ne veulent pas suivre les trains, c'est à leur risque et conséquences. On voit des jeunes femmes aujourd'hui qui vendent les charbons. Elles les font sur Internet. On voit des gens qui vendent des beignets sur Internet, qui cherchent des clients et ils vous mettent un numéro, vous appelez, ils viennent vous déposer les beignets à la maison. On voit des gens qui viennent vous déposer les repas au bureau, à partir d'un téléphone, parce que vous avez vu un site où on vend de la nourriture, vous appelez et on vous donne. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de raison de dire qu'on manque de travail. Même en tant que journaliste, dès qu'on termine, pendant que vous êtes étudiante, vous pouvez ensemble avec des amis créer votre média sur Internet, votre blog, vous cartonnez. On entend ça un peu partout. Des jeunes étudiants ont créé un travail, un blog ou telle chose et ils se font un nom par rapport même à ce qui était déjà sur le terrain. Donc, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Qu'est-ce que la femme journaliste offre actuellement sur les réseaux sociaux? Vous y êtes sur les... Qu'est-ce que nous offrons, nous? Quand vous nous regardez, vous et nous, qu'est-ce que nous offrons? Parce que les autres offrent leurs services, leur commerce. Et nous, on offre quoi, en fait? Je vais quand même être un peu extrémiste sur ces points-là. La plupart des femmes journalistes ne sont pas sur Internet. Hein? Elles ne sont pas. Et ceux qui sont sur Internet font un très bon travail d'information. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Paulette Kimontou. Elle fait un très bon travail. Vous prenez quelqu'un comme Ange Kassongo Adie. Elle fait un très bon travail. Vous allez prendre... Elles offrent des... Mais ce qu'on appelle journalistes sur Internet, entre guillemets, qui en fait, qui sont connus, qui ont beaucoup de followers, ne sont pas journalistes, mais offrent des bêtises, en fait, si je peux utiliser les mots. Vous parlez des chroniqueurs? Voilà, moi, pour la plupart, je les appelle de chroniqueuses. C'est eux qui offrent un spectacle un peu humiliant de la femme. Actuellement, elles ne sont pas seulement des chroniqueuses musicales. Hein. Elles chroniquent un peu sur tout. Elles chroniquent sur la politique, elles chroniquent sur la vie familiale, elles chroniquent sur la musique, sur la culture, sur la vie au quotidien. Elles les font. Sur tout ce qui peut faire polémique, en fait. Tout ce qui fait polémique. Et aussi bizarre que ça, ce sont ces personnes-là qui ont des followers. Vous allez trouver des jeunes femmes qui s'appellent journalistes et tout ce qu'elles font, c'est mettre de la musique sur un son et se mettre à danser. Et les gens écrivent, ah, tu danses bien, j'aime bien. Et demain, elle a 10 000, elle a 100 000 followers. Et elle commence à faire passer des messages de vente de produits. Elle fait passer des messages de vente de boissons et tout ça. Et ça s'arrête là. En fait, elle n'offre rien. Mais notre société, étant ce qu'elle est, accepte plus ça. Et allez sur les blogs de Paulette Kimontou. Allez sur les blogs de vraies femmes journalistes. Non, il y a que on va t'insulter. Là, il y a plus d'insultes que des compliments. Voilà, on les insulte parce qu'elles donnent d'informations. Allez voir sur votre Facebook, à vous, Odia. On vous insulte plus qu'on s'abonne. Parce que vous donnez l'information, on estime que ce n'est pas ça. C'est pas ce que vous devez donner comme information. Vous allez là, vous allez trouver ces femmes ont peut-être moins de 10 000 followers. Elles souffrent. Elles sont obligées de faire plusieurs vidéos. Mais quand il y a une femme, une chroniqueuse qui est là, qui raconte n'importe quoi, qui peut même à la limite, on voit sa nudité. En fait, c'est l'image de cette femme qu'on veut toujours chosifier. Voilà. Pour que les gens aiment. Vous pensez, c'est ça notre culture. Cette femme qui insulte. Pas. Vous trouvez des femmes congolaises. Moi, j'étais scandalisée quand je vois la liste de tiktokeuses congolaises qui ont 1 million, 2 millions de followers. Mais allez là-bas, allez voir comment elles sont en train de s'insulter. Chacune fait sortir, insulte la maman de l'autre. Leurs mamans qui n'ont rien à voir dans leur polémique, qui n'ont rien fait. Et moi, je me suis toujours demandé, mais ces enfants-là, ils n'ont pas de papa.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est ta maman qu'ils insultent. Il y a quelque chose, c'est la maman qu'on insulte. Ils sont des papas. Tu peux d'ailleurs trouver une femme qui insulte la maman de l'autre, voilà. bien qu'elle est même. Mais ces personnes-là, et tu vas voir, dès que la personne est en live, c'est 100 000 abonnés qui viennent suivre le live. C'est comme si les gens sont toujours prêts pour les polémiques, pour le vrai. Les vraies informations. C'est peut-être ça aussi qui décourage les femmes journalistes. Elles se disent on va me juger, on va me traiter de n'importe quoi. Mais elles se créent elles-mêmes une barrière. C'est pas la faute aux autres. Si vous voulez briser ce plafond de verre, briser la glace, il faut peut-être accepter d'affronter. Il faudra peut-être qu'on puisse avoir des exemples de ces femmes-là qui ont fait ça, qui ont brisé, qui sont allées loin. Peut-être ça va. J'aimerais que vous, peut-être vous connaissez une femme journaliste tiktokeuse ou je sais pas moi qui est sur internet et qui a déjà 50 000 abonnés. Quand vous prenez l'émission de Caribou Variété qui arrive 2 fois à 50 000, 100 000 abonnés, à 100 000 vues à chaque fois, c'est pas elle qui tient ça. Et je sais que le jour où elle tiendra un site où elle va commencer à mettre directement l'émission elle-même, on ne va plus suivre l'émission, on va commencer à l'insulter. Donc, c'est un peu ces choses-là qui c'est vrai qu'il faut briser les verres, mais bon, voilà. Il faut que la peur peut-être qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore prête pour ça, peut-être. Il faut qu'on se regarde en face, c'est-à-dire la femme congolaise ou la femme journaliste congolaise n'est pas encore prête à accepter certaines choses. La peur est encore là. La peur, l'effet de ne pas accepter certaines choses, et aussi, c'est humiliant quand même. Et l'humiliation, ce n'est pas... C'est plus humiliant que pour un homme, parce que les hommes aussi se font insulter parfois. Mais vous savez, ils abandonnent pas. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce qu'on appelle les sextapes. Ouais. Il y en a eu beaucoup, hein, pendant une période là. Les femmes qu'on a pu voir en sextape ont été plus humiliées que les hommes. Lorsque c'est une femme, on voit le sextape d'une femme, directement on l'insulte, on lui colle le surnom des Ndumba, des putes, d'une femme légère, et tout ça. Mais lorsque c'est un homme, on dit qu'il est viril. Même les femmes, on trouve une excuse. Même les femmes trouvent des excuses à cet homme-là. Et même des femmes, ils vont te dire non, ben voilà, il est viril, on a vu. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme, c'est pas la. Mais il n'y a pas une excuse pour la femme. Ces choses-là font que les femmes, en fait, des fois, elles ne sont pas prêtes à accepter ces humiliations-là. Et quand c'est pour un homme, ça va disparaître pendant un temps. On n'aura pas ça. Mais pour la femme, à chaque fois, ça va lui coller sur beaucoup de choses. L'homme qui doit venir l'épouser, la belle famille, ses amis, ses amis qui sont mariés. Et toutes ces choses-là, ça va l'entourer à tel point qu'elle ne va chercher qu'à se déplacer, aller à l'extérieur pour mieux vivre. On va essayer maintenant, avant de terminer cette émission, de jeter le pavé dans la mare, de mettre le pied dans le plat. On va parler de ces femmes. Pourquoi on taxe les femmes journalistes de femmes aux mœurs légères? Ça doit bien venir de quelque part, quand même. Oui, c'est venu de quelque part. C'est venu de quelque part. Et nous tous, on sait d'où c'est venu. C'est venu d'où? Moi, je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être des premières femmes qui ont été, qui étaient dans ces domaines-là. Peut-être de ces premières femmes-là, elles n'ont pas pu gérer les succès. Et ça colle maintenant à tout le monde, ces préjugés-là. Mais en fait, il y a plusieurs catégories de journalistes. Ce n'est pas à tous les journalistes qu'on colle ces mœurs des légères. Mais en fait, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Mais c'est la société. La société veut qu'une femme qui travaille soit une femme légère, parce qu'elle n'est pas à la maison, parce qu'elle côtoie des hommes, parce que... Mais on ne dit pas ça de toutes les autres femmes qui travaillent aussi. C'est nous qui croyons, toutes les secrétaires sont les copines de leur patron.
quand elles sont femmes. Elles sont même en conflit avec les femmes de leur patron. Hein? Toutes les avocates, là, la plupart aussi, on dit d'elles qu'elles sont légères. Mais puisque nous sommes dans la presse, ça nous intéresse. C'est pour ça que nous entendons plus qu'on parle des femmes légères. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes comportements, mais on est des femmes. Quand je suis célibataire, je suis à la recherche, je peux aussi avoir un copain, ça ne marche pas, je prends un deuxième, ça ne marche pas, je prends un troisième, ça ne marche pas, peut-être c'est au cinquième que ça va marcher. Ça ne fait pas de moi une femme légère. Ça ne fait pas de moi une femme légère. Ça ne fait pas de moi une femme légère. Tout comme un homme qui change un chaque homme fois aussi, à chaque fois, il est là, ça ne fait pas de... Et si nous connaissons, à l'époque, à l'IFASIC, il y avait les trois B. Bière et... Bière, bosser, boire et baiser. L'autre. Je le dis parce qu'on est des adultes. Mais en fait, ce n'est pas les femmes qui utilisaient ces trois B-là. C'était les hommes. C'était les hommes. C'était uniquement les hommes qui avaient la devise là. C'était pour les hommes. Ce n'était pas pour les femmes. Mais pourquoi est-ce qu'à la sortie de l'université, c'est aux femmes que ça colle? Mais oui, justement, c'est ce que moi je veux savoir. Parce qu'en fait, on veut faire voir que la femme qui travaille dans ces milieux-là est plus légère. Et parce qu'il y a eu d'autres femmes aussi qui les ont poussées à dire ça. On ne peut pas les nier. Il y a de ces femmes journalistes qui ont un bagage numérique, entre guillemets, qui fait qu'on puisse un CV très long, qui fait qu'on puisse dire ça de nous. Mais c'est pas un truc qu'on peut coller à toutes les femmes journalistes. Ce n'est pas un truc. C'est quoi le problème? Vous allez travailler avec un ministre, vous sortez avec le ministre. Vous allez travailler avec un DG, vous sortez avec ces DG-là. C'est tout à fait normal. On vous voit dans un voyage, je parle un peu de moi, on vous voit dans un voyage, dans une mission avec tel, on dit certainement elle a été placée là parce qu'elle sort avec... Et moi j'ai toujours posé la question à nos confrères. J'ai dit, quand vous êtes, vous, journaliste, reporter avec un ministre, il vous amène tout le temps, vous êtes un garçon, ça veut dire que vous deux là, vous êtes des... Hein? Vous êtes des VW, comme on dit. Parce que si le ministre, parce qu'il part avec la femme, c'est sa copine, ça veut dire que vous aussi, vous êtes son copain. Vous êtes son ami. Vous sortez avec lui, vous lui servez aussi un autre service en dehors de journaliste. Pourquoi avec vous, ça colle? Ça ne peut pas être ça, mais avec une femme, c'est seulement ça. C'est juste des préjugés. C'est juste la pensée des hommes. On voit une personne attachée avec son ministre, bien travailler avec son ministre. On dit non, il cause à la pambate. Il fait à la caca. Babimara caca. Et pourtant, c'est pas vrai. Moi, je travaillais 13 ans dans un cabinet avec un ministre. Pendant plus de 10 ans, j'ai voyagé avec. J'étais toujours la seule femme. Et votre mari, il disait quoi? Mon mari était là. Et mon mari était là, il voyait, j'allais pour le travail. C'est un problème de conscience aussi. Et à aucun jour, le ministre ne m'a dragué. Aucun jour, le directeur de cabinet ne m'a dragué, ni les conseillers. Et à chaque fois qu'on allait en voyage, il me protégeait. C'est par rapport à peut-être à mon comportement. Peut-être parce que ces gens aussi voyaient que je n'allais là-bas que pour le travail. Mais peut-être parce que vous êtes mariés. Apparemment, quand vous n'êtes pas mariés... Combien de femmes mariées qui le font au dia? Libre, c'est-à-dire... Combien de femmes mariées le font? Il y a eu beaucoup de journalistes mariés qui n'ont pas pu gérer leur soi-disant élévation. Ils n'ont pas pu gérer. Il y en a beaucoup, ils ne sont plus dans leur mariage aujourd'hui. Et quand tu demandes au mari, il te dit ils n'ont pas pu gérer ces choses-là. Ça dit, c'est un problème qui concerne toi, la personne. Si tu te respectes, tu respectes l'homme que tu as laissé chez toi à la maison. Mais tu ne peux pas avoir des problèmes. Tu ne peux pas avoir des... Ces gens-là vont aussi te respecter. Là, c'est pour vos journalistes mariés, mais on se disait au début de cette émission, la plupart des journalistes qui sont mariés sont devenus invisibles. Elles ont presque disparu du petit écran parce que l'homme ne veut plus, là, mais à cause de ça. C'est justement ces problèmes-là. Parce que l'homme a entendu tellement de choses. Il a entendu tellement de choses de cette femme-là. Mais quand il l'épouse,
pour la plupart du temps, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Et quand il épouse la femme, il commence à avoir peur. Il ne veut plus la voir dans son milieu. Hein? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est elle-même la femme, avec un CV. Elle agite plus long que son bras. Elle-même aussi, elle s'est dit, ah, dans ces milieux-là, j'ai fait tellement de choses, je préfère ne plus être là-bas. C'est ça, ça peut être ça aussi. Et l'autre fait, c'est, on commence à choisir les heures et reportages qu'on peut faire. On a maintenant un mari, on a des enfants. On se dit que je ne peux plus aller à un reportage un peu vers 23h, vers 22h, minuit. Je ne peux pas le faire. Il faut que je fasse telle chose. Et aussi, un manque de dialogue et de sincérité dans le couple. Mais on demande toujours, moi je dis à chaque fois que je dis, mais on demande toujours plus à la femme. Quand c'est un homme, on peut l'appeler à n'importe quelle heure, un homme journaliste. Ma chère, c'est parce quand c'est une femme, on dit non, à partir de telle heure. Dans le mariage, c'est pas le travail, c'est pas la même chose. Dans le mariage, la femme doit être soumise. Obéissante, vous n'aimez pas trop le mot soumission, mais obéissante. Alors, lorsqu'on obéit, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas être là avec son mari et quelqu'un l'appelle. Aujourd'hui, nous exigeons aussi à nos maris de ne pas prendre le téléphone quand ils sont à la maison. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quel téléphone. Mais c'est aussi un problème de sincérité et de dialogue. Pourquoi quand on t'appelle au téléphone, tu prends le téléphone, tu quittes là où il y a ton mari? Si ce n'est pas quelque chose de grave, tu mets le téléphone, madame, demain, est-ce qu'on peut faire? Tu mets sur haut-parleur. Il entend ce qu'on dit. Tu réponds à sa présence. Il sait. Lorsque vous faites un programme le matin, vous parlez, demain j'irai en reportage à tel endroit, ça va commencer à 17h, ça peut se terminer à 20h. Et tu arranges tout à la maison. Pourquoi ton mari va se méfier de toi? Est-ce qu'on peut rester journaliste? On va très bientôt terminer. On peut rester journaliste à succès, journaliste femme à succès, en étant marié? Ben oui, moi je suis mariée, moi. Depuis 31 ans. Je suis mariée. Je me suis mariée même avant d'être journaliste. Mais peut-être c'est mieux. C'est peut-être mieux de se marier avant de devenir. C'est peut-être mieux parce qu'on va comprendre. Mais il y a eu des petites sœurs, des sœurs de ma génération qui sont mariées pendant qu'ils sont journalistes à succès. Vous avez Nicole Dibambou, elle est restée mariée jusqu'à la mort de son mari. Geneviève Inago. Vous avez Geneviève Inago qui s'est mariée. Et elle est là. Il y a Colette Chomba aussi. Elle était mariée aussi. Donc, il y a des choses qu'on peut faire tout en étant... C'est un problème de dialogue et de connaître les priorités. Vous avez des priorités et vous avez des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous avez des amis qui sont partis après le mariage, peut-être parce que ils ne se voient plus travailler dans ces domaines-là. Mais on peut être journaliste à succès et rester dans son mariage sans problème. Il y a Doris Mozo qui est mariée. Ouais. Vous prenez... Il y a Françoise Bouela qui est mariée. Elle est mariée. Vous prenez, je vous donnerai des exemples comme ça. Elles sont des journalistes à succès, mais elles sont mariées. Elles habitent dans leur mariage. Très gravement mariées, comme j'aime le dire. Trop mariées. Trop mariées. Excessivement mariées. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est juste un problème de savoir dialoguer et de savoir placer ses priorités. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, même pas parce qu'on est journaliste. Mais en tant que femme, on travaille, il y a certaines choses, il ne faut pas faire des confusions. Il ne faut pas amener l'indépendance sociale, vous l'amenez chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas le faire. Dès que vous arrivez à la porte de votre maison, vous entrez, vous êtes l'épouse de monsieur tel. Et vous devez répondre à ce dont le monsieur, votre époux, a besoin. Et vous savez quel devoir vous devez remplir en tant que femme mariée, même en sortant. Quand vous arrivez dans un milieu, vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Parce que même les hommes qui sont avec vous, les hommes sont très méchants. Ils vous tentent. Pour qu'après, ils disent, vous êtes une femme légère. Ils savent que vous êtes mariée, ils vous proposent de vous amener au restaurant. Ils arrivent là, ils vous tapotent sur l'épaule et tout. Et si vous vous laissez aller, ben, c'est à vous de faire le choix. Un conseil, et on va terminer par là, à celles qui ne sont pas encore mariées, mais qui espèrent se marier en continuant d'exercer ce travail. Je sais qu'on est arrivé à la fin, je vais donner juste 2 petits conseils. Je demande à toutes les femmes,
de s'intéresser au numérique. C'est très, très, très important. Ça va nous aider dans beaucoup de choses. Ça va, quand on parle de l'autonomisation, on peut l'avoir aussi en travaillant sur le numérique. On peut plus avoir des raisons de ne pas aller au travail alors qu'on peut faire le travail à la maison. Pendant le confinement, beaucoup de personnes travaillaient à la maison avec leur ordinateur. Donc, je demande aux femmes de s'intéresser à ça. Maintenant, à ces femmes-là qui ne sont pas mariées, qui veulent se marier, et tout ça, les femmes qui sont dans le mariage veulent partir, celles qui sont dehors veulent entrer, parce que c'est un mystère de Dieu. On doit se comporter comme marié, si on veut se marier. Et quand on est marié, on doit être marié. Et ne pas amener l'émancipation dans son mariage. L'émancipation, c'est au niveau social. Réclamons nos droits là-bas. Demandons à avoir les mêmes salaires. Demandons tout ce que nous voulons. Mais ne l'amenons pas à la maison. Mais non, tu n'es pas marié. On ne peut te comporter comme marié. Il faut se comporter en marié. C'est-à-dire, tu veux te marier, tu ne vas pas être dévergondé. Tu ne vas quand même pas commencer à rester, à laisser ton corps comme une chouquan qu'on expose et qu'on ne va pas vendre. Donc, on peut se comporter en marié tout en n'étant pas marié. Et arrêtons d'aller de gare en gare pour chercher la stabilité. Si ça ne va pas, restons à la maison, prions et Dieu va nous donner un mari. Ça, c'est une autre thématique qu'on va développer quand même. Il y aura d'autres femmes avec nous. Gudule Boalia, je vous remercie d'avoir été de notes ce soir, cet après-midi. On remercie les téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Nous, de la presse, on parle de nous, de la presse, des médias, des journalistes. On fait une introspection sur notre métier. Ben, voilà. Donc, on se dit au revoir. À très, très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Prenez soin de vous.